votre roman a une architecture particulière. Il y a les passages où c'est de la narration pure, vous racontez la vie de Linda, c'est chronologique, et puis après vous la faites parler, c'est en italique, et là il n'y a plus de chronologique. Comment vous êtes prise pour l'architecture de ce roman? Est-ce que vous êtes d'abord dit, je vais faire comme ça, des passages en déroulant la vie chronologique, et puis la faire parler, ou est-ce que vous êtes mis à écrire et que vous avez architecturé après? Ça s'est fait un petit peu, enfin j'ai mis un petit moment à trouver la forme, mais en écrivant assez rapidement, donc avec cette adresse au-dessus qui déroule de façon chronologique sa vie, j'avais envie d'intercaler des passages où on puisse l'entendre, elle, au présent, en fait, à 85 ans. Parce que pour moi, c'était important le démarrage vraiment de ce projet, il partait de l'envie de comprendre qu'est-ce qui avait amené cette femme à être ce qu'elle était aujourd'hui, à ce personnage assez complètement atypique et à cette créativité qui s'était déversée tout à coup. Donc c'était important de tout de suite la situer comme ça et ensuite petit à petit de reconstruire ce passé pour comprendre un petit peu comment on arrivait à ce basculement à l'âge de 60 ans. Et après, dans cette aventure, j'ai pas écrit non plus une biographie, donc j'avais beaucoup de liberté de romancer à ma façon, de me plonger dans cette vie à ma façon et d'en retranscrire ce qui m'intéressait ou d'imaginer aussi. Elle vous a dit, voilà, je raconte et vous faites ce que vous voulez, ou elle vous tutoyait peut-être. Oui, de toute façon, elle tutoie tout le monde. Oui, elle dit dans le roman que ça abolit les distances. On lira peut-être ce passage où elle parle du tu. Et page 15, donc vous démarrez comme ça en disant, vous voulez lire un petit peu ce début, oui. En fait, parce que à partir de là, on comprend le livre. Je veux que tu écrives ma vie, que tu la poses, la déroules, la dérides, la fasses divaguer dans les lignes. Je veux que tu écrives pour moi ces kilos de souvenirs calés dans mes veines, que tu éclates ces veines lourdes d'années. 85. Comment est-ce possible? Quelle force a-t-il fallu et qui n'existe pas pour traverser le temps avec mon visage? Avec ce visage qui a pris le vent et reçu la pluie sans jamais sauter dans le vide pour stopper la vie nette. Quelle force qui n'existe pas, qui est simplement sang, vibration, force qui fait voir les chats dans le noir et le destin dans les paumes des enfants. Force qui frappe le ciel au-dessus de nos têtes, d'une certaine couleur éternelle. Force qui me fait manger et boire ce qu'il faut, et respirer haut en couleur. Force qui me fait prendre le bus tous les jours à 15h pour me rendre à la maison de retraite, où mon mari qui ne parle plus se fait aimer par une petite dame qui le prend pour mon fils, et regrette de ne pas pouvoir l'épouser. Force naturelle de rire avec eux, d'imaginer une cérémonie, de les gronder comme des enfants, de filer ensuite cuire mes pièces de terre à l'école ou un four m'attend. Puis force, force, force. Je peins déjà, je sculpte, alors j'aimerais que tu écrives pour moi. Demain, j'irai à la pharmacie, je passerai par l'Italie, je ferai ce détour. Là, juste en face, je pourrais y boire un café en parlant avec Antonio, Marco ou Filippo. Alors je te demande simplement de passer par moi, de faire toi aussi un détour. Et une prochaine fois, je te raconterai mes voyages immobiles. Vous la présentez comme une femme pleine d'énergie. On a l'impression qu'il y a une force en elle étonnante. Enfin, cette grand-mère appelle sur patin à roulettes, elle m'a plu, elle m'a scotché. Et on ressent cette énergie qu'elle a dans le livre. Et vous l'avez ressentie de la même façon. Est-ce qu'elle est trépidante autant que vous le dites dans le livre? À la fois, oui, elle a quand même une énergie très très impressionnante. Déjà, à voir son appartement, c'est de toute façon quelque chose qui est très très impressionnant. Et puis, et de voir qu'à son âge, elle continue à la fois de passer des heures auprès de son mari et puis de rentrer, de peindre jusqu'à 3h du matin et puis
d'aller envahir le palier de son appartement parce qu'elle a plus de place chez elle, alors elle va dérouler ses toiles sur le palier de l'immeuble et elle trouve tous ses matériaux en les récupérant en fait au bord de la route ou en assemblant des choses ou avec ses amis qui à force savent qu'elle recherche toujours des choses et qui lui amènent toujours des nouvelles. Donc ça c'est effectivement vrai et très impressionnant. Après je l'ai aussi moi j'ai aussi peut-être transformé des choses ou exagéré des traits qui me plaisaient et aussi j'avais besoin de lui donner enfin pour moi, vu ce qu'elle traversait, parce qu'elle a quand même il y a tout un vécu et une enfance qui est très très noire et très difficile, le livre avait besoin aussi vraiment de cette énergie lumineuse, sinon ça aurait été trop sombre et même déprimant pour moi. Donc j'étais aussi portée et j'avais envie de cette énergie-là et de la faire ressortir. Justement, il y a un très beau passage où, voilà, je suis une grand-mère sur patin roulette. Vous pouvez le lire. Je suis une grand-mère sur patin à roulettes. J'avance, je fonce, je ne m'arrête pas une seconde. Peut-être que si je m'arrêtais, je tomberais. Peut-être que si je ralentissais, mon cœur aussi ralentirait, dans une lente asphyxie. Peut-être que l'effort, le travail, la vitesse me tiennent lieu de moteur, de ronron dans les veines, que les pinceaux sont mes meilleures jambes et la fatigue ma plus tendre amie. J'ai vu aujourd'hui ton long regard dans ce café de la rue Karl Vogt, quand pendant 2 heures je t'ai conté ma vie. J'ai vu tes yeux accumuler l'histoire, tes yeux fondre sur moi, tes yeux plonger dans ton thé noir. Je ne dessine pas de toi, je ne désalive pas de paroles, je ne taris jamais de mots. Le passé délivre entre nous sa masse, tu prends des notes dans un grand cahier, tu ne prends pas de sucre dans ton thé, moi non plus. Je suis en pleine tristesse. Tu le vois, mais tu n'y peux rien. Je te raconte 1000 atrocités et tu acquiesces de ton petit menton. Tout à l'heure, comme chaque jour, j'irai voir mon mari, et c'est fou. Je prendrai le bus, et cette fois ma fille m'attendra. Cela fait 3 semaines que je ne l'ai pas vue. C'est fou comme les habitudes s'installent. Moi qui la voyais 1 fois par semaine, ces 3 semaines sans elle se sont gonflées d'une étrange souffrance. J'avais beau la percer, elle ne cessait de bouffer à nouveau, d'oxygène saturé, de larmes englouties avant même de pouvoir couler. Je vais revoir ma fille et l'idée de sa main me réjouit déjà. Sa main dans la mienne, sous les arbres du parc. Ses 2 mains poussant le fauteuil où mon mari végète. Seules ses mains rassurent le silence déposé entre nous. Ce silence contre lequel je vais lutter chaque jour. Ce silence sur son visage, comme une nappe invisible, mais une nappe tenace. Ce silence sonne mieux lorsque ma fille est là.